Salut à tous. Salut. Je vous présente Reg. On a fait appel un peu à ses services parce qu'on voulait absolument parler du projet The Witcher en série. C'est un truc qui fait énormément de remous sur les réseaux sociaux, sur internet. Il se trouve que moi je connais un peu l'univers, j'ai joué aux jeux vidéo, mais je connaissais pas assez bien et surtout pas assez bien les livres pour pouvoir en parler avec une sécurité et une confiance maximale. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à ses services. Bah écoute, merci de m'avoir invité. Bah non mais c'est un plaisir parce que c'est un des gros projets Netflix qui s'annonce. On sait qu'en parallèle, on a donc Game of Thrones qui est en train de se terminer, mais les spin-offs vont arriver. Du côté d'Amazon, on a le projet Seigneur des Anneaux qui va, à mon avis, prendre une dimension incroyable. Et du coup, on peut se dire que The Witcher, c'est un peu cette grosse prod à la sauce Netflix. On espère en tout cas, parce que quand même, on n'a aucune information sur le projet Netflix. On sait pas trop, on sait même pas s'ils sont en live action ou en dessin animé, par exemple. C'est une des grandes questions. Mais ça serait l'intérêt de faire une série de Witcher énorme pour concurrencer les spin-offs et le Seigneur des Anneaux. Parce que de toute façon, ils ont assez d'argent pour faire une série Netflix Witcher. Bien sûr. Et il faudrait avoir vraiment cette idée d'avoir son gros heroic fantasy sur chaque plateforme. Justement, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même qui n'auraient même pas joué aux jeux vidéo, présenter un peu l'univers et de quoi ça parle en gros The Witcher? Ouais, donc en gros, The Witcher, la version des livres et des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo sont très similaires aux livres, ils respectent très bien l'univers, c'est que c'est un monde où il y a eu ce qu'on appelle la conjonction des sphères. C'est un monde médiéval normal, polonais, où des monstres ont commencé à débarquer de n'importe où. Des monstres, des elfes, il y a plein de dimensions il y a un moment où il y a eu une conjonction et toutes les dimensions se sont retrouvées au même endroit. Et il y a des monstres sur Terre, dans les royaumes de l'univers de The Witcher, et il y a que ce soit des vampires, des trolls, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer d'heroic fantasy, avec des trucs qu'ils ont un peu inventés à droite à gauche. Et l'idée, c'est qu'il y a une nouvelle profession qui s'est créée pour chasser ces monstres, ça s'appelle les sorceleurs, les Witchers. Et notre protagoniste, Geralt, ou Gérald, parce que je me fais toujours engueuler sur comment on prononce. Je savais pas non plus comment moi, je dis Geralt de Rivie parce que j'ai fait la version originale. Et qui est un sorceleur, du coup, qui s'occupe de chasser des monstres. Et c'est son objectif, c'est qu'il va de village en village, il cherche ce qu'on appelle des contrats, et on lui dit, tiens, je te donne 100 pièces, tu vas chasser ce troll, ou ce vampire, ou cette tortue géante, enfin, il y a vraiment de tout. Et à travers ça, il y a plein d'histoires de royaumes, de politique, il y a énormément de politique, il y a plein d'histoires personnelles dans ces différents villages, où ça peut aller très très vite dans des sujets très trash et très difficiles à regarder ou même lire, ou même jouer d'ailleurs. Et ça peut aller très très loin. Et l'idée, c'est que dans ce monde où ce personnage chasse de plus en plus, il va entrer dans des enjeux politiques plus importants, dans des enjeux personnels plus importants. Et au fur et à mesure des livres, ça crée une intrigue plus personnelle. Mais l'idée, c'est qu'il y a des monstres et il y a quelqu'un pour les buter. Oui, au départ, le projet, c'est quand même vraiment des quêtes traditionnelles de C'est ça, c'est vraiment les deux premiers livres, c'est que des histoires courtes d'une quête, d'une histoire. Et est-ce que justement ces petites histoires, au bout d'un moment, se mêlent à la grande histoire du royaume, etc. C'est ça. En gros, il y a deux tomes qui sont que des histoires courtes, et le dernier chapitre du dernier tome débute ensuite sur une aventure de 5 tomes. Exactement. Donc au final, c'est plus des romans. C'est ça, voilà. Ouais, pour le coup. Et donc c'est un auteur polonais, ouais, on l'a pas dit. Ouais, c'est un auteur polonais, né en 48. Voilà. Un peu fou. Et donc il a créé cet univers de toutes pièces et ça, il y a une fanbase immense, c'est un best-seller mondial. Les bouquins, depuis les jeux, ouais. Ils se vendent dans tous les sens. Et oui, justement, il a bénéficié de tout ce buzz autour des jeux. Alors, le mec n'est pas forcément très intéressé par ça, d'ailleurs. Le mec n'est pas très fan, il joue pas des jeux vidéo, il dit tout le temps « j'ai mieux à faire ». C'est ce qu'il dit tout le temps. Est-ce que vous avez joué au jeu? Il répond « j'ai mieux à faire ». Et ce qu'il dit, c'est qu'il respecte la décision des développeurs. D'ailleurs, il aime beaucoup l'esthétique qu'ils ont donné à son univers. Ils aiment beaucoup ce qu'ils ont fait avec, mais il a dit que, en gros, je m'en fous. C'est votre délire, il n'aime pas du tout le cross-média, donc pour lui, il y a les livres, il y a les jeux, il y a les films et les séries. Et il dit très bien que même le film qu'on peut qualifié de merdique, voilà. J'ai essayé de regarder une super production téléfilm polonais, voilà, début des années 2000. Il a même dit que ça je m'en fous, mais ça m'a rapporté plein d'argent. Voilà, c'est ce genre de personnage. Il s'en fout, mais le fait est qu'il bénéficie de tout ça, parce que c'est aussi pour ça que ces bouquins se vendent. Et il s'en cache pas, il est arrogant, c'est un personnage, quoi. Lui aussi, c'est un personnage qui pourrait habiter dans son univers. C'est vraiment, on voit d'où ça vient en tout cas. Et le jeu, en tout cas le plus récent, le 3, il me semble, lui se situe plutôt dans la suite des aventures. C'est ça, en fait, pas que lui, le premier qui est sorti en 2007, si je dis pas de bêtises, que sur PC. Les bouquins ont une fin, une vraie fin. D'accord. Et ça se finit là. Les jeux, ont utilisé une technique facile, c'est l'amnésie, pour justement reconstituer un univers comme ça, voilà. Et du coup, ça profite des bouquins. Donc c'est un personnage qui existe dans l'univers, qui existe dans les jeux.
et qui au final se retrouve amnésique et qui redécouvre un peu l'univers du monde en même temps que le joueur. Mais c'est une suite directe à l'univers. Dès que le bouquin se finit, la trilogie du jeu reprend. Et la grande question du coup aussi de ça, c'est est-ce que la série Netflix a décidé de s'appuyer sur les bouquins? Déjà, est-ce que c'est sur les nouvelles du départ, sur la saga de romans ensuite, ou alors a décidé de faire ce saut dans le temps et ce truc pour suivre le scénario du jeu vidéo? Je pense que juste au niveau des droits, je pense qu'ils n'ont pas les droits pour le jeu vidéo. Je pense qu'ils ont les droits des livres en tout cas. Mais les développeurs des jeux vidéo, ils ont dit on les aidera s'il faut pour tout ce qui est esthétique, parce que je pense que ça serait un peu con d'avoir un truc qui est déjà fait, préétabli niveau esthétique et de ne pas en profiter. C'est un jeu réussi visuellement. Ah oui, c'est un jeu qui a un univers, oui, c'est un gros jeu quoi, qui a vraiment une vraie patte artistique qu'ils peuvent reprendre. Mais je pense que les fans se disent ils vont reprendre le premier livre, ce qui s'appelle le dernier vœu de Last Wish, et ils vont refaire justement des histoires courtes. Ils peuvent faire une saison de 10 épisodes sur les 7 chapitres de ce bouquin. Il y a de quoi faire. Et il y a en fait entre les différentes quêtes, les différentes nouvelles, etc., il n'y a pas de lien, il n'y a pas de fil rouge. C'est au départ en tout cas. Les premiers livres, les 2 premiers livres, il n'y a rien, il n'y a pas de fil rouge. Il y a des personnages qui reviennent, mais c'est pas pour une intrigue principale ou quoi que ce soit. Le dernier chapitre du 2e livre, qui s'appelle The Sword of Destiny, l'épée de préjudice ou un truc comme ça en version française, le dernier chapitre lance la saga de tome d'après. Ce qui ferait que si on suit ces nouvelles ou ces machins, on aurait un épisode, une quête, et ce serait des trucs indépendants. C'est ça, mais je pense que vu que c'est une série, il faudrait avoir un fil conducteur. Ça serait plus facile et plus intéressant pour un spectateur qui regarde ça sur Netflix. Et oui, il faudrait sûrement, mais en théorie, le format est là. Je veux dire que si tu lis le livre, tu dis, ah bah ça, il y a moyen de faire 45 minutes, 1 heure d'épisode. Ça, tu peux faire 2 épisodes de 45 minutes, il y a vraiment de quoi faire. D'adapter, de s'inspirer de ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il n'y a pas de fil conducteur, à chaque fois, s'ils prennent un concept un peu, ça serait limite une anthologie, mais avec le même personnage qui revient. C'est vraiment, ils prennent un concept différent. Il y a dans le premier livre, il y a une sorte de parodie de La Belle et la Bête. Il y a beaucoup de parodies des contes de Grimm. Ouais, ça, il y a plein de clins d'œil. Il y en a énormément, même des trucs un peu plus récents. Il y a énormément de clins d'œil. Ils détournent vraiment de manière beaucoup plus trash ce qui se passe, mais toujours en gardant une morale assez honnête. En fait, ça, c'est la vraie question aussi de cet univers The Witcher. C'est le côté difficilement adaptable en série si tu oses pas. Si tu vas pas à fond, tu peux pas. Parce que c'est trash, c'est parfois pas du tout politiquement correct. Ah non, c'est clairement ouvertement raciste, c'est ouvertement sexiste, c'est ouvertement violent, gore, il y a des viols, il y a énormément de sexisme. Enfin, les femmes dans les 2 premiers jeux ont un rôle qui, sont nues, et en plus elles ont un rôle qui est insultant pour clairement la gente féminine, et il n'y a rien à dire, c'est vraiment ça. Le 3e, ils ont rattrapé le coup parce qu'il y a des personnages du livre qui sont arrivés, qui sont beaucoup plus intéressants, mais sinon c'est des histoires ouvertement difficiles à regarder, à lire, ou même à jouer. Mais ça va dans la morale de l'histoire, c'est que c'est toujours moralement ambigu. Il y a vraiment des personnages qui sont très humains. Dans le 3, il y a une quête qui a marqué beaucoup de joueurs, c'est la quête du Baron Rouge, de Bloody Baron en anglais. Et qui a vraiment cartonné parce qu'au début, tu avais ce personnage qui était c'était le connard de base. Tu dis, il tapait sa femme. C'est pas ensanglanté même. Ouais, voilà, peut-être, sûrement. Et il tapait sa femme et tout, tu dis. Et plus tu avances dans cette intrigue, tu dis, ah, c'est peut-être plus compliqué que ça n'excuse pas, mais tu vois, il joue beaucoup sur cette moralité-là. Et dans les jeux, vu que tu peux faire des choix dans les jeux, tu dis, ah, je sais pas quoi faire, c'est compliqué. Bien sûr. Et c'est vraiment ça qui marche très bien, c'est que s'ils y vont pas à fond et s'ils gardent pas en même temps, s'ils défendent pas des violeurs, parce qu'il y a des moments dans le livre où ils défendent ce violeur, ils disent ah bah moi mon village a été rasé par exemple, j'invente un exemple, mais du coup j'ai décidé de me venger en violant certaines personnes. C'est moralement pas bien, mais dans l'univers du jeu, en fait les gens voient ça différemment. Ils disent qu'en fait voilà c'est ça, c'est que dans notre société ça marcherait évidemment pas, mais dans la société du jeu ça a un sens qui est affreux, mais qui a c'est ça. Il y a des règles, les codes médiévaux. Game of Thrones à côté c'est rien, je vous dis tout de suite. Mais le fait est que la question c'est aussi que Netflix nous a pas habitués à ça pour l'instant. Il y a des autres trucs comme typiquement HBO qui eux prennent des risques, peuvent même faire du trash ou aller moralement dans des trucs un peu osés. Netflix, ça reste aujourd'hui policé, assez carré, il n'y a pas trop de pas de côté, etc. Donc il va falloir qu'ils sortent un peu de leur confort habituel. Je suis d'accord. Pour essayer de se mettre dans la peau et dans l'univers de The Witcher. Mais on l'a vu avec Altered Carbon, dont vous avez fait une critique. Il y a un côté déjà plus ouvert. C'est vrai. Avec beaucoup plus de nudité, beaucoup plus de violence, ça se parle de drogue, ça se parle de plein de trucs, il y a beaucoup plus de trucs, tu peux reconnaître un Netflix plus provocateur peut-être. Donc après, à mon avis, c'est les 2 grosses questions de l'adaptation de The Witcher, c'est d'abord est-ce qu'on est prêt à oser, à partir dans le trash et à suivre vraiment l'identité de ça, et la deuxième à mon avis c'est est-ce qu'on est prêt à se donner les moyens de ce qu'on veut faire. Parce que c'est une série c'est une série de livres, une saga, etc., qui, à mon avis, demande énormément de moyens pour être réalisée
dignement. Ouais, mais je vais te dire un truc, c'est que Game of Thrones, quoi, la saison 6 ou 7, c'était 100 millions. La saison 6, je crois, 100 millions pour 10 épisodes. Et Netflix, ils payent 100 millions pour un talk show, un one-man show de Seinfeld. Ouais. Tu vois, donc tu dis, bon, si vous mettez 100 millions dans un épisode d'une heure et demie, peut-être mettez 100 millions dans une saison d'une série d'heroic fantasy que vous allez concevoir de toutes pièces. Ils peuvent très bien péter des scores. Ah oui, mais même Bright à 50 millions, ils ont fait un film, tu vois que c'est le budget Will Smith qui allait dedans. Ils ont vraiment l'argent ne manque pas chez Netflix, même Cloverfield Paradox, ils sont achetés à 50 millions, tu peux faire une série. C'est marrant parce que là c'est que des bouses que tu me cites. Oui, mais non mais voilà, c'est pour ça qu'on a tous peur. Mais niveau série, ils sont bien meilleurs Netflix en tout cas. Et d'ailleurs, donc ça nous permet de parler un peu de ce qu'on sait aujourd'hui de la série, parce que le problème c'est que c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. En fait. Ouais, c'est quasiment rien. C'est ça, on connaît donc la showrunneuse, Lauren Schmidt quelque chose, je m'en souviens plus très bien. C'est quand même qui a une carrière paradoxale, enfin pas paradoxale, mais elle a touché un peu à tout dans des genres assez différents. Dans le ski plutôt, ouais. On sait que The Defenders, enfin moi personnellement j'avais pas accroché, on était dans un truc très, très étrange. Ah, moi non plus. Ouais. Daredevil, je suis pas fan, mais ça a une bonne presse, ouais, c'était plutôt bien. Moi j'ai bien aimé pour le coup. Ouais. Et The West Wing, où là on traitait au contraire d'un truc vraiment politique, on traitait d'idées vraiment et ça avait un côté intéressant là-dessus. Donc elle peut mélanger toutes ces expériences pour apporter à la série, et je crois qu'il y avait une autre raison aussi pour laquelle elle a été choisie. C'est une fan des livres en tout cas, c'est une fan. Ouais. Donc ça c'est clairement un truc important aussi bien pour les fans que pour les gens qui payent. Le fait de connaître et d'aimer, je pense que ça a rassuré une partie des fans. Des fans, ouais. Et d'ailleurs, sur le compte Twitter, vous pouvez la suivre. Elle répond à beaucoup de questions des fans. Elle donne pas des révélations énormes non plus, mais elle répond. Déjà, elle répond à tout le monde. Ouais, voilà, elle répond à tout le monde et elle est très confiante de ce qu'elle fait en tout cas. Elle a l'air d'avoir bien compris. Le pilote est prêt, le script du pilote a été écrit. Donc on peut se dire peut-être cette année-là, en fin d'année, on aura peut-être un petit pilote. Ou peut-être en tout cas une bande-annonce, mais elle a l'air assez confiante et elle aime beaucoup l'univers en tout cas de ce que j'ai vu. Parce que la fanbase est quand même hyper active, elle hyper énorme, exigeante, et elle se prête au jeu et adore répondre peut-être qu'on fera ça, machin, donc allez la voir sur Twitter, c'est très marrant. Et c'est marrant parce que sur la page Netflix, vous avez déjà une page The Witcher où il y a un petit résumé de la série et de ce qu'ils veulent faire. Bon, ça révèle rien, c'est juste ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est Geralt, un sorceleur qui cherche sa place dans ce monde, mais au final, il y a... Et d'ailleurs, on n'a même pas de date, même pas d'année, on n'a pas de date, on n'a rien. On a une page de Netflix grise avec juste Witcher. Ce sera un 2019-2020, comme les Seigneurs des Anneaux, comme les trucs comme ça, ils vont essayer, je pense, de se tirer la bourre. Ça nous promet des grosses années au niveau série. Tu vois, le problème de 2019, c'est qu'il y a Game of Thrones qui doit finir, donc je pense qu'ils vont pas aller sur ce terrain-là déjà. 20, moi je le vois en 20. Ouais, c'est ça. Ou en fin d'année là, miraculeusement, ou après Game of Thrones. Mais après Game of Thrones, il y a Seigneur des Anneaux, donc il va falloir trouver une place. C'est compliqué. Voilà. Mais ils vont déjà, on dit ça, mais c'est de la spéculation, on sait rien. Donc peut-être ça sera une petite série d'animation. Oui, c'est ça. Déjà, tu disais en intro, on ne sait pas si c'est du live action ou de l'animation, et ça, c'est deux galaxies bien différentes. On sait qu'il y a en aide réalisation, il y a le gars qui a fait les bandes annonces et les cinématiques de The Witcher qui sont splendides et qui sont vraiment adorés par les gens. Et le gars va assister. C'est une boîte même la boîte d'effets spéciaux du gars bosse sur The Witcher. C'est eux qui l'ont annoncé sur leur Twitter. Donc là-dessus, au niveau visuel, c'est pas trop ce qui me fait peur en vrai. Enfin, si en tout cas, si c'est en live action. Voilà, ça dépend des moyens en tout cas. Mais je pense. Oui, après. Ils vont pas prendre le risque de l'animation parce que je pense que t'as pas du tout la même audience. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça. Est-ce qu'ils vont risquer gros ou est-ce qu'ils vont sortir un truc à la Castlevania, un truc sympathique mais en dessin animé. Donc, exactement. C'est pas du tout les mêmes ambitions. Ouais, voilà, Castlevania, c'est un petit truc sympathique qui marchait bien même pour les fans du jeu et tout. Là, on va voir est-ce qu'ils vont risquer le gros truc. Parce que sinon, ils ont rien d'Heroic Fantasy Netflix. Que dalle. Voilà. En plus, ils viennent de perdre House of Cards, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Disney va retirer tous leurs trucs. Donc là, il faut qu'ils trouvent un truc énorme pour concurrencer dans ce domaine-là. Bon, on espère. Enfin, moi, j'espère en tout cas que ce soit de la live action parce qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions. Ah oui, clairement. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui fait en parler forcément parce que là au-dessus non plus, on n'a aucune info, c'est le casting. On sait qu'il y a une sorte de galaxie de personnages principaux dans l'univers The Witcher. Est-ce que toi, tu as des trucs que tu préférais, des mecs que tu vois bien dans tel ou tel rôle? Alors, clairement, le personnage le plus adoré par les fans pour jouer Geralt, c'est Matt Mikkelsen. Parce que dans un film, c'est Valhalla Rising, il ressemble un peu à Geralt, il a l'épée dans le dos, les cheveux blancs. Voilà.
Bon, moi je trouve un peu vieux pour le rôle, même si Geralt en vrai il a 100 ans dans les jeux et tout, mais vu que c'est un Witcher, c'est un mutant, du coup il fait beaucoup plus jeune. Plus tranquille. Mais surtout pour moi il a pas la tête pour jouer le personnage, et c'est un très bon acteur bien sûr, mais il est un peu trop discret. Geralt c'est un gars qui plaisante, c'est un gars qui sait déconner. Il est trop dark, Mikkelsen, je trouve. Ouais voilà, c'est ça, il est vraiment trop sérieux pour le rôle, parce que même si on l'a pas dit, on parle que de trash depuis tout à l'heure, mais c'est un univers qui a beaucoup d'humour. Ah oui, c'est un univers qui est un humour trash, hein, bien sûr, ça peut blaguer sur du viol par exemple. Voilà, vraiment, mais ça reste, dans l'univers du livre, ça reste drôle, et les jeux sont drôles aussi. Les 3 jeux ont toujours eu des moments d'humour, parce que sinon t'es trop déprimé, tu peux pas. Il y a des moments très drôles dans les jeux et les livres. Et donc moi, même l'exception, je le vois pas. Moi, mon préféré, ça reste Luke Evans. Je trouve qu'il a plus la tête dans Dracula Untold, je l'ai vu beaucoup, et dans Gaston, dans La Belle et la Bête, il a un peu ce côté un peu connard, mais qui peut faire attachant. On est d'accord, le mec qui joue dans Le Hobbit. C'est ça, qui joue dans Le Hobbit, il joue l'archer qui tue. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est bien lui, donc avec un peu de maquillage et cheveux blancs, il peut le faire. Pour moi, en tout cas, c'est marrant parce que les gens ont pensé vraiment à chaque fois au même profil de gars. Je sais qu'ils avaient pensé à un mec qui s'appelle Zach McGowan, je sais pas si tu vois, le gars de Black Sails. Ouais, c'est ça. Qui joue dans Shameless aussi. Ouais, je vois, exactement. Il y a aussi sur les possibilités, il y a Nicolas Coster-Waldau, donc celui qui joue Jaime Lannister dans Game of Thrones. T'en penses quoi, toi, par exemple, typiquement de lui? Ça peut le faire, je sais pas. Enfin, mis à part Game of Thrones, je l'ai pas vu dans grand chose où il m'a surpris. J'ai vu dans Shot Caller l'année dernière, mais bon, dans Game of Thrones, il est assez convaincant pour jouer Geralt. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il jump près dans les deux univers. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il voudrait être typecast comme ça, mais. Mais après, il va être spécialisé en Heroic Fantasy, ça risque de le faire flipper. Donc, en plus, ça va peut-être dérouter certaines personnes de revoir Jaime Lannister. Ouais, après, je pense. L'idée, c'est que s'ils veulent y aller gros, il faut aussi un gros casting pour attirer du monde. Ils ont ce talent chez Netflix d'avoir plein de grosses personnalités. Ouais, c'est ça, d'avoir plein d'argent, d'avoir un Will Smith qui fait un film, d'avoir un Kevin Spacey qui faisait 5 saisons d'Oscar, d'avoir plein d'énormes noms du cinéma et de la télévision. Donc s'ils prennent quelqu'un comme Luke Evans, ça reste un gros nom, mais s'ils prennent quelqu'un comme notre française Eva Green pour jouer Yennefer, ça pour le coup c'est une évidence favorite, pour tout le monde. Parce qu'elles ont vraiment la même personnalité dans Eva Green et Yennefer, c'est les mêmes personnages. Tu regardes dans l'interview Eva Green, elle est plus gentille peut-être, mais quand tu la vois dans Casino Royale, elle a vraiment le même état d'esprit qu'Yennefer. Donc ça c'est une évidence pour tout le monde. Personne conteste qui peut jouer Yennefer. Après il y a Ciri qui est la fille adoptive de Geralt, qui est très importante au livre et au 3e jeu. Et elle est censée être enfant dans les livres. Donc moi je pensais à la fille dans Logan, Daphne Keane, qui jouait justement une fille assez brutale, qui était très bonne. Quoi. Bon, après on sait pas, elle n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais alors que Ciri c'est une petite fille bavarde, donc voilà. Ça va être une question. Et si elle est adulte, si elle est enfant, c'est déjà plein de questions. En tout cas, le fait est que aussi bien les fans qui annoncent leurs préférences, etc., mais aussi les rumeurs qui tournent autour de trucs, il n'y a que des noms incroyables. Il y a du Jeff Bridges, j'ai vu même du Marion Cotillard traîner, etc. C'est que des gros noms. Donc on se dit, de un, les fans, ils savent que Netflix a du cash et qu'on peut se payer des mecs bien. Et puis beaucoup de gens savent et affirment clairement et nettement que faut se donner les moyens. On en revenait à ça. Si ça veut être le gros projet, etc., il faut vraiment qu'il y ait des mecs balèzes devant la caméra. Mais tu mets un Jeff Bridges en tant que Vézémir, les gens ils vont adorer. Là aussi c'est une évidence pour tout le monde apparemment. Parce qu'ils ont tellement des personnalités de Jeff Bridges, c'est exactement Vézémir dans les bouquins livres. Ils sont tellement, tu dis c'est une évidence qu'il faut faire ça. Après bon voilà le casting à 300 millions de $, mais bon faut se trouver des moyens quoi. Après quand tu vois que Anthony Hopkins il prend du 200 000 par épisode, tu dis ça peut se faire. Ça peut vraiment se faire. Et puis il y a souvent dans les séries, il y a des acteurs. Je précise parce que il y a souvent dans les séries des acteurs qui viennent pas forcément, ils viennent un peu pour le cash aussi, mais qui adhèrent à des projets et ils savent que ça va les marquer. Ils ont découvert le perso, ils disent putain ce mec là c'est quand même, il me fait penser à moi un peu, etc. Donc il y a plein de faits. Enfin, de choses qui nous permettent de dire que je pense qu'on risque d'avoir un énorme casting sur cette série. Après, tu vois, quelqu'un comme Luke Evans, je pense pas qu'il coûte très cher. Non. Il y a un personnage qui est très important, c'est l'empereur de Nilfgaard dans le jeu et dans les bouquins. Tu vois, tu prends quelqu'un comme Jason Isaacs qui jouait dans Cure for Life, je sais pas si tu l'as vu l'année dernière, il joue le baron. Ah d'accord, très bien. Donc lui, il a vraiment la tête, pareil, il a la tête et la personnalité pour jouer ça. Donc le casting est pas difficile. Ce qui est dur, c'est sûrement de le réunir, ce casting. Mais il y a des évidences de casting qui sont, pour le coup, évidentes. Vraiment. Donc c'est pas le problème. Après, même pour moi, même s'ils prennent un groupe de Polonais inconnus qui ont fait du théâtre en banlieue de Varsovie, ça me va. Ils sont doués, ils peuvent le faire. Il n'y a aucun problème. C'est la réal qui va jouer. C'est la réal. Et bon, le casting est très important parce que ça repose beaucoup sur ces personnages. Ils ont vraiment tous une personnalité très forte dans des délires différents, mais ils sont très importants. Donc si le casting est raté,
de base, ça va être raté. Si tu mets quelqu'un, justement, je regardais votre critique de Altered Carbon, comme Ortega, moi, l'actrice, je l'ai pas du tout aimée. Si tu mets ça en Yennefer, moi, c'est fini, je peux pas regarder cette série. Elle s'est pris des tombeaux d'injures, la pauvre Ortega. Voilà, la pauvre, mais voilà, elle a vraiment pas de la personnalité pour jouer dans un truc comme ça. Donc tu peux chercher des acteurs qui sont c'est des gens charismatiques, ouais, clairement. Et surtout, tout le monde adore ces personnages. Vraiment, genre Jaskier, par exemple, Dandelion. Tout le monde dit, oh, ça serait trop bien d'avoir Ivan McGregor pour jouer le rôle, et des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de David Tennant. En plus, il est attaché à un projet Netflix. Bien déjà, sûr, donc pourquoi pas. Donc il y a plein dans le casting où je pense, moi je suis pas inquiet, dans le sens où ils ont les moyens de le faire, il faut se donner les moyens. J'ai peur que ça joue trop au réseau ou un truc comme ça, genre j'ai envie de jouer dans cette série, les jeux ont vendu 30 millions d'exemplaires, donc il faudrait qu'ils fassent des bons choix. C'est hyper rare qu'un script soit écrit par exemple d'un pilote et que t'aies pas un mec d'annoncer de machin. Sans une rumeur, sans rien. Généralement, enfin j'y connais pas grand chose, je dis peut-être une énorme connerie, mais quand un gars écrit un scénar, il a peut-être un ou deux acteurs en tête ou un ou deux profils de gars, machin. Peut-être ils en ont, tu vois. Ouais, peut-être qu'ils sont déjà signés, on le sait pas, mais ça rend fou les gens, quoi. C'est ça, où ça fait peur, tu te dis, ils ont peur d'annoncer parce qu'ils vont se prendre un backlash insupportable sur les réseaux sociaux, ou alors ils se disent, on prend notre temps, c'est notre gros projet, on va rien dire, on garde ça derrière et on dit rien. Donc ça, ça peut être intéressant. À ce moment-là, le côté, on a déjà créé la page sur Netflix et tout, est quand même hyper marrant. Ça c'est genre, on vous donne rien, mais une page Netflix quand même. On est prêt. On est prêt, vous inquiétez pas, ça existe, c'est un vrai truc. Et la série a été annoncée il y a 1 an et demi, voire bientôt 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est quand la dernière extension du jeu sortait, donc 2016. Et ils ont annoncé, il y a une série Netflix, ça fait 2 ans bientôt, alors, je 3 sais ans pas, que je l'ai sorti. Peut-être des financements qui sont durs à rassembler, machin. Enfin, en tout cas, on attend plein d'infos dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, pour essayer. Parce que là, ça fait longtemps qu'on nous laisse sans infos. Ça devient même plus du buzz, ça devient de la frustration. Ah mais complètement, mais c'est un peu intéressant de voir comment ça va se faire, parce que tu es toujours dans le doute, gros, pas gros, budget, petits acteurs, gros acteurs. Le fait est qu'on flippe un peu parce que l'histoire du jeu vidéo et du cinéma ou de la série, les adaptations sont souvent catastrophiques. En témoigne le dernier Assassin's Creed par exemple, au cinéma, qui était un massacre alors que le jeu est quand même peut-être un des trucs les plus aboutis qu'on a vu depuis bien longtemps. Et bon là, ça peut peut-être être une adaptation des livres et à ce moment-là, ce serait beaucoup plus safe et tu as la base de l'écrit, etc. pour te baser. Mais c'est un univers où les gens flippent et si tu massacres un univers, tu te fais défoncer mais de partout. Ah oui, non, c'est sûr. Mais tu dis, le problème c'est qu'on n'a pas de point de référence. On dit l'Heroic Fantasy, il y a quoi? Le gros truc, ça reste Game of Thrones. Donc on peut pas trop comparer à autre chose pour l'instant. On n'a pas de gros un peu le Seigneur, mais c'est un autre... Mais c'est vraiment des Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et The Witcher. Ça qui est marrant, c'est qu'ils vont être en concurrence, c'est sûr. Mais en même temps, ils sont tellement différents. Clairement. Peut-être Game of Thrones et The Witcher, c'est des univers plus compliqués, plus complexes, et encore, alors que Seigneur des Anneaux reste de l'Heroic Fantasy très classique. Oui, exactement. Méchant, gentil, là, c'est plus compliqué. Mais sinon, ils n'ont pas de raison de se concurrencer. C'est vraiment des... Witcher n'a pas peur d'être politiquement... ah non, pas au niveau de l'histoire. C'est juste au niveau du cash, en fait. C'est l'histoire de cash. Donc on n'a pas trop de moyens de le comparer. Mais ça qui est important, c'est qu'ils ont une base solide. Game of Thrones, ils sont partis de zéro. Là, ils ont 3 excellents jeux sur lesquels ils peuvent se reposer. Esthétiquement, déjà, ça change tout. Bien sûr. Les livres, l'avantage des livres, c'est que c'est des histoires courtes à chaque fois. Et dans des décors différents. Il n'y a jamais une histoire. Donc tu peux très bien filmer. Il y a un épisode dans une forêt, dans une cabane. Niveau cash, je ne pense pas que ça demande des millions. Il y a un épisode dans une cour de château, tu vois, à chaque fois c'est réduit, c'est dans une plaine, donc si tu prends le premier bouquin, t'as pas besoin d'énormes... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un truc, c'est dans un bateau, tu vois, tout l'épisode pourrait être dans un bateau, à chaque fois c'est limite ça fait un peu huis clos, mais tu vas avoir des scènes en fond vert filmées autre part, quoi. Donc au final, si on t'écoute, tout est réuni pour que si tu t'appliques, tu fasses un truc bien. C'est ça, le livre est facile à adapter, c'est parce que ce qui est intéressant dans le livre, c'est les concepts, c'est les histoires courtes, on aime les personnages, faut que ce soit bien écrit, tout ça, mais c'est le concept, à chaque fois tu prends, on dit de La Belle et la Bête, si tu prends l'histoire de La Belle et la Bête et tu la détournes, c'est un concept qui est intéressant. C'est comme moi je compare ça à Black Mirror parce que c'est un peu anthologique dans ce que ça peut faire. Et Black Mirror, même si le truc n'est pas très bien filmé, t'aimes bien le concept, t'aimes bien l'idée derrière. Et c'est ça qui t'intéresse. The Witcher, c'est pareil. Si tu prends une idée, tu détournes un génie, une histoire avec un génie dans The Witcher. Si tu détournes ça ou c'est un génie, c'est pas Aladdin. Tu vois, bien sûr, mais il y a ça toujours moyen plus compliqué. Ça peut juste, par principe, par concept, être intéressant, même si c'est pas excellent. Donc il faut juste qu'ils s'appliquent. Voilà, revisiter les classiques, c'est toujours une recette qui marche et qui plaît aux gens. Mais pour moi, le plus compliqué dans cette série, c'est de la comprendre. C'est que c'est un univers qui est extrêmement trash, mais qui est drôle. C'est un univers qui est politiquement complexe, mais qui a des facilités dans ses personnages. Il y a des personnages qui n'ont aucun moyen d'avoir une rédemption. C'est vraiment, eux, c'est les pires des pires. Mais d'autres qui sont plus compliqués. Il faut vraiment essayer de tout mélanger. Et ce qui marchait très bien dans les jeux, c'est que Geralt, c'est pas un gars qui est très bavard, c'est un gars qui est très charismatique, qui est dans les livres très laid. Il Tom Hardy du coup. Ouais, mais il faut qu'il soit encore plus moche apparemment. Mais il est charismatique, il est charmeur, il a un truc.
Et en même temps, faut que dans les livres, il est moche, mais en même temps, tout le monde veut être un peu avec lui, tu vois. Et il faut être très ouvert avec ça. Il y a un vrai mélange, il y a un cocktail qui sera très difficile à faire, ça c'est sûr. Il y a du trash. Les différents genres, les différentes thématiques, les différents trucs que tu peux ou pas oser, ça c'est compliqué. Ce que je voulais dire sur les jeux, c'est que Geralt, vu que tu l'incarnes, donc tu choisis un peu ce qu'il fait, mais il a une voix off qui dit ce qu'il pense. Dans les livres, il dit pas. Bien sûr, tu lis ce qu'il pense forcément, mais dans une série, tu veux pas dire à haute voix ce qu'il va penser. À moins de faire une narration, ça peut être. Ou au niveau de la forme, c'est avec narrateur, ça marche toujours bien. Dans les jeux, c'est raconté. Dans les jeux et dans certains chapitres du livre, c'est raconté par Jasquier, qui est un peu le bard de Geralt. Du coup, tu peux avoir une histoire qui est racontée comme ça, et ça peut faire. Tu peux la jouer en mode. Il y en a même qui parlait de Gaspard Ulliel pour lui. J'ai vu parce que physiquement, il y avait un délire. Il y a un petit truc. C'est juste uniquement physique, quoi. Ouais, juste physiquement. Mais tu vois, Ivan McGregor, c'est vraiment physique et personnalité. Mais ouais, donc il y a tellement de moyens d'y aller. Il faut juste réussir ce cocktail d'émotion, de complexité, d'humour, de sérieuseté. Et si vous voulez vraiment comprendre un peu l'univers de The Witcher, regardez les cinématiques qui sont sorties. Elles sont trop bien. Du jeu, c'est que ça comprend très bien. En plus, ils prennent beaucoup de citations du livre pour jouer là-dessus. Ça prend très bien l'univers en compte et ça, vous comprenez direct juste avec des cinématiques de 4 minutes, c'est quoi comme série et c'est quoi ce qu'il devrait faire chez Netflix. Et le gars dont on parlait tout à l'heure qui a réalisé les cinématiques et tout, va réaliser un ou deux ou trois épisodes. Ouais, après, je suis pas sûr, moi j'en sais rien, je sais pas s'il réalise des épisodes, mais il va être là pour aider. Je crois j'ai lu en tout cas qu'il allait réaliser, qu'il allait avoir à sa charge quelques épisodes de la première saison. Ce que je sais, c'est que lui, il devait faire un film d'animation Netflix, pas Netflix, mais Witcher aussi. Ok. Et donc je sais pas si lui, il a les droits pour faire ça. Ok. Donc, ou peut-être ça s'est transformé dans le projet Netflix, mais lui au départ, il devait sortir un film de Witcher pour 2019-2020. Ok, d'accord. Donc peut-être ils ont annulé ça, ils se rattachent au projet Netflix. Ouais, ça sera plus du coup, après, on peut se poser la question, est-ce qu'un projet comme ça, qui est adoré par des fans, et vu on l'a dit que sur Twitter, la productrice est très active, est-ce que ça peut faire pression, est-ce que ça peut faire peur? Bon, forcément, je pense que moi, pour tout gros projet, t'as peur. Quand t'es un J.J. Abrams, tu fais ton Star Wars, t'as peur. Bon, c'est pas Star Wars non plus, mais t'as forcément une pression des fans. Ils sont très actifs, ils sont très... Dans la plupart des cas, ils sont très gentils. J'ai remarqué, c'est pas une communauté très toxique. Ils sont pas hardcore. Voilà, ils sont pas hardcore. C'est pas ce qui est devenu un peu Rick et Morty cette année, par exemple, ou Star Wars justement. Ils sont pas très toxiques, ils sont plutôt ouverts à l'idée d'avoir une série, de comment ça peut marcher. Voilà, ils comprennent que ça peut capoter très vite, comme ça peut marcher très facilement. Mais à chaque fois, t'es coincé en fait entre faire du fan service, genre je veux absolument les satisfaire, et prendre des risques, comme on l'a dit, ou essayer d'avoir aussi ses propres idées, de s'emparer de l'univers. Mais tu vois, justement, pour The Witcher, la majorité des gens n'ont pas lu les livres. Ils ont joué au jeu, le troisième a cartonné comme pas possible. Du coup, par principe, adapter le livre, ça serait du fan service pour les gens qui ont joué. Et ils disent, ça c'est l'histoire de Geralt d'avant, c'est trop cool. Et en même temps, ça serait genre, je vois enfin l'histoire de Geralt en tant que série. Donc ça, c'est pas très compliqué parce que tu as tellement un univers de 7 bouquins et un spin-off un peu pas terrible. Donc juste ça, par définition, ça peut faire du fan service pour les gens qui ont joué au livre, qui ont joué au jeu et qui ont lu les livres. Donc ça peut très bien marcher. Ce qui, niveau des attentes, par exemple, c'est dans les jeux, il y a énormément de monstres parce que c'est un jeu vidéo, il faut en défoncer. Dans les livres, chaque combat de monstre est brutal et difficile. Geralt s'en sort pas très bien. C'est pour ça que je vous conseille la cinématique A Night to Remember. C'est un monstre, ils affrontent ce qu'ils appellent une bruxa dans l'univers. C'est une sorte de vampire un peu plus hardcore, un peu plus costaud. Et Geralt s'en sort à peine. À chaque fois, il est vraiment au bord du gouffre. Et ça, c'est un combattant un peu en galère. Ah oui, parce que les monstres, dans les jeux, vu qu'ils en butent plein, forcément ils ont l'air moins imposants, mais dans les livres, c'est à chaque fois qu'il y a un monstre, il n'y a pas énormément de monstres non plus. Mais à chaque fois qu'il y en a, c'est difficile, c'est compliqué. Et il faut vraiment gérer ça. Et j'aimerais juste reparler aussi de la musique, justement. Vu qu'on disait qu'il y a le côté esthétique qui est déjà là, vous reprenez la musique des jeux. Vous faites pas chier. C'était vraiment Pour le coup, demandez, prenez, il y a genre 70 morceaux là-dedans. C'est ouf. Pas besoin de composer votre musique. Il y a vraiment des musiques pour les combats, les bars, enfin les tavernes, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Franchement, reprenez la musique. Et moi, j'aimerais un peu, je pensais encore une fois à Altered Carbon parce que tu as un générique qui est très genre. Ils ont ces génériques Netflix, ils sont pas très intéressants. Ils sont genre un peu un bout musical et des logos bizarres. On dirait un vieux James Bond. C'est ça, voilà. Et là, j'ai peur qu'ils fassent des zooms sur un médaillon de Witcher, sur des monstres et trucs. Avec une musique, prenez la musique du menu de Witcher 3. La musique du menu, c'est 30 secondes, mais extrêmement intense. Comme Game of Thrones, ça te met la pêche, après tu lances dans ton truc. Ça, c'est la musique. En fait, ils ont tout. Si vous déconnez sur la musique, Netflix, on va avoir un problème. Elle est déjà là, prenez-la, achetez-la. C'est vrai qu'elle était prenante dans le jeu. T'étais à cheval, t'étais trop bien. Il y a quand même beaucoup de trucs qui est pré-mâché au final. T'as juste à transformer l'essai. Complètement. C'est un jeu, t'as 200 heures de contenu.
Juste, tu l'adaptes même pas à la sauce des livres, c'est tout. Et les développeurs, ils ont dit, bon, on vous aide. Nous, on a bossé dessus pendant 10 ans, on connaît par cœur, on vous aide, on peut être là, quoi. Ouais. Donc, il faut voir, est-ce qu'ils veulent vraiment être un peu plus ouverts avec les développeurs. L'auteur, il s'en fout complètement. Lui, il en a rien à lui, il va brasser de plus en plus. Il va se faire de plus en plus d'argent, quoi. Donc, voilà. Il faut voir, il y a les jeux de cartes qui cartonnent en ce moment, Gwent, qui s'appelle adapté donc ça cartonne. Et si vous voulez vous renseigner sur les personnages du livre, il y a tous les personnages dans les cartes à jouer. Donc il y a plein de personnages qui reviennent et qui disent oh c'est trop cool, j'ai lu ça dans le livre, maintenant il ressemble à ça d'après la vision des développeurs. Donc il y a moyen de faire plein de trucs, ça peut être super intéressant. Donc c'est ça qui est stressant, c'est que c'est pré-mâché, mais si tu as mal compris le délire, tu peux tout gâcher tellement vite. Mais justement, moi j'en parlais dans ma vidéo, c'est le problème racial, c'est que vu que c'est une mythologie slave, il n'y a pas du tout de personnes de couleur. Et quand ils arrivent, dans les jeux en tout cas, il y a un énorme racisme envers ces gens parce qu'ils sont très différents. Il y a déjà énormément de racisme envers les nains, les elfes, tout ça, ça reste de l'heroic fantasy. Voilà, classique. Mais au fait, quand ils intègrent les noirs dans le jeu, tu te dis, parce qu'en général, dans tout l'heroic fantasy, les elfes et les nains sont là pour remplacer d'autres couleurs de tout ça. C'est un peu de la facilité. Et dans l'univers de Witcher, quand les noirs arrivent, aussi ils prennent cher. Tu vois, parce que c'est une mythologie slave qui est basée sur le blanc. Il va pas falloir que Netflix nous mette un personnage chinois, un personnage noir, un personnage. Ouais, ils ont rien à faire là. Et quand ils ont à faire là, ils viennent d'autres régions qui sont exploitées. Soit des pirates. Là c'est des marchand d'Orient, tu vois, pour le coup. Dans les jeux, ils appellent ça la Zerikani, mais du coup, elle existe dans les bouquins. Et ils en parlent dans les bouquins, c'est un univers qui existe. Et ils disent que les gens là-bas, ils sont de différentes couleurs et tout. Mais dès qu'ils arrivent, ils sont confrontés à un univers plus glauque. Et ça qui est marrant, c'est que l'univers principal de The Witcher est glauque et tout, mais ça reste un continent en fait. Il y a d'autres parties du monde qui sont plus classe, plus normales. Il y a Toussaint qui est une sorte de parodie de l'univers français avec du vin, des Disneyland, vraiment c'est un château Disneyland et tout. Et quand Geralt arrive là-bas, lui il vient d'un autre univers, il fait mais qu'est-ce qui se passe là, d'où il chante, c'est tout beau, c'est tout joli. Lui il vient d'un pays où il y a la famine, il y a des gens qui se suicident tous les jours. Donc c'est vraiment il y a vraiment de quoi faire partout. Et l'univers est extrêmement vaste, il y a de quoi faire. Bon voilà, je pense qu'on a largement balayé un peu cette question au vu des infos qu'on avait. On en attend évidemment plein dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Et on pourra refaire une vidéo à ce moment-là quand on aura le casting, qu'est-ce qu'on adapte, sur quelle histoire on parle. Une annonce si on a un peu de chance. Si vous avez des petites théories ou des trucs que vous attendez personnellement, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. S'il y a vraiment des trucs pour vous qui sont infranchissables ou des trucs qu'il ne faut absolument pas rater, comme toi et la musique par exemple, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez faire un tour sur la chaîne de Reg, c'est encore plus pointu, encore plus précis qu'ici. Là, c'était juste une initiation. Je répondrai aux commentaires si vous avez des questions sur la vidéo. Exactement. Un petit peu, voilà, quoi. Et puis, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. Salut.